Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Laurine. Laurine qui va concrètement nous aider aujourd'hui à comprendre qu'est-ce qu'on fait si demain notre communauté Insta, nos offres, nos fichiers clients, nos outils, bref, tout disparaît. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. D'abord, on panique. Mais concrètement, une fois qu'on a fini de paniquer et qu'on s'est dit ah c'est dommage, moi je croyais que ça n'arrivait qu'aux autres et j'avais rien prévu, justement, aujourd'hui, on va voir avec Laurine et surtout son entreprise DigiCoulisses comment on organise justement les coulisses de son business pour faire en sorte de ne plus dépendre que d'outils externes et pour avoir une approche fun, déculpabilisante de la cybersécurité. Laurine, bienvenue. Merci beaucoup Amandine déjà pour cette présentation et pour l'invitation aussi. Et ravi d'être là et hâte de voir ce que ça va donner. Écoute, je pense que ça va bien se passer et puis de toute façon, tu vas voir, je vais bien t'accompagner, donc il n'y aura pas trop de sujets. Déjà, est-ce que la présentation t'a convenu? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Et est-ce que tu peux nous parler de quel est ton business et ta stratégie? Alors oui, je pense qu'on aura le temps d'y revenir sur le fait que du coup je suis consultante en sécurité informatique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Petit spoil, on en parle plus tard. Ensuite, du coup, ma stratégie pour le moment, c'est plutôt de proposer des sessions de consulting parce que c'est assez flexible et ça me permet de remettre de l'humain parce que c'est vraiment ce qui manque dans mon métier et c'est un sujet qui fait un peu peur aux entrepreneuses. Donc, le but, c'est vraiment pour moi déjà de revoir les problématiques qui reviennent le plus auprès de mes clientes avant de proposer des offres un peu plus structurées. La deuxième problématique, c'est que la cybersécurité, justement, il faut faire prendre conscience aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, qu'il y a des risques auxquels on s'expose quand on a un business plus ou moins en ligne. Et du coup, le but, c'est, comme tu le dis dans ton intro de podcast, c'est de ramener de la clarté là-dessus, de la sérénité et de protéger ses coulisses. Là, on en rigole et parce qu'on a quand même des bonnes relations, on est des personnes qui avons beaucoup de bonne humeur et un petit peu d'humour. Mais bon, le sujet, effectivement, il est assez sérieux, assez dramatique dans la manière dont il est traité actuellement sur le marché. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir aujourd'hui sur ce podcast. C'est parce que la cybersécurité, enfin, la sécurité numérique, c'est nouveau comme concept en francophonie. On n'en parle pas trop et on fait comme si tant qu'on voit pas le problème, il n'y a pas besoin de chercher une solution. Sauf qu'effectivement, je crois qu'on a tous connu quelqu'un qui a eu son compte Instagram bloqué pour une durée indéterminée et qui n'a pas réussi à récupérer forcément ses accès. Un outil qui fonctionnait pas, des problèmes aussi de gouvernance numérique. Et toi, du coup, c'est ce que tu as choisi d'incarner comme message et de faire de ta spécialité. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? C'est une grande et vaste question. Donc, la première réponse que j'aimerais amener à ça, c'est le Covid. Moi, avant le Covid, du coup, je travaillais à Toulouse dans une boîte d'aéronautique. Disons que l'aéronautique, pendant le Covid, c'était pas prioritaire. Donc, je me suis retrouvée en chômage partiel. Et du coup, j'ai découvert Instagram parce que j'étais pas du tout sur Instagram avant. Et du coup, je découvre Instagram via le prisme du développement personnel. Et du coup, ça m'amène à rencontrer des entrepreneuses en ligne. Et du coup, je me rends compte qu'elles utilisent tout plein d'outils pour développer leur business, mais que si jamais ça plante, il y a zéro plan B en fait déjà. Et du coup, ce qui m'amène à mon deuxième point, ce qui est du coup le sens. En vrai, aider des meufs avec des projets trop cool à éviter les galères du web, je trouve ça plus intéressant qu'aller bosser dans la grosse boîte d'aéronautique où tu sais pas trop pourquoi t'es là. Et le troisième point, qui est un petit peu moins sympa, c'est le côté un petit peu délulu qu'il y avait à cette période où l'entrepreneuriat, ça semblait giga facile. Spoiler alert, ça n'a pas du tout été le cas pour moi en tout cas, mais voilà, j'aime beaucoup ce que je fais quand même et ça, comme je dis, c'est le sens qui m'a ramené là-dedans et voilà. Après, je dis pas qu'il y a pas de problème dans ces moments-là, mais Clairement, je faisais partie de ces gens avec un a priori au départ quand je me suis lancée, qui me disaient concrètement la sécurité des logiciels que j'utilise, c'est pas ma priorité, c'est pas mon rôle même en tant que juste entrepreneur, solopreneuse, mais concrètement, ça concerne plutôt des pros de l'informatique, des grandes boîtes, grands groupes, tout ce que tu veux. Et concrètement, moi, on va pas m'embêter avec ça, tu vois, c'est pas mon sujet. Or, c'est en discutant avec toi, en voyant les problèmes qu'il pouvait y avoir en utilisant au quotidien ces outils que je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus proche de moi que je ne le pensais initialement. Et si c'est plus proche de moi, ça veut dire que j'ai un pouvoir décisionnel sur comment prévenir les dangers.
Ouais, du coup, j'aime bien la cybersécurité. On me le dit tout le temps. En vrai, c'est réservé qu'aux grosses boîtes. Mais du coup, bah, je vais me revenir à la définition de base de la cybersécurité, qui est que bah, c'est l'ensemble des moyens qui peuvent être mis en place pour protéger une donnée en ligne. C'est tout. Donc là, j'ai pas parlé de grosses boîtes, j'ai même pas parlé d'entreprises, j'ai même pas. Enfin, du coup, j'aime bien dire qu'en cette année 2026, et ça risque de continuer comme ça, on a tous des données en ligne, donc c'est un peu comme la sécurité routière, j'ai envie de dire en fait. C'est tous touchés, tous concernés, tous responsables. Et notamment dans l'entrepreneuriat, ben, quand on a tout notre business qui repose sur Notion, Insta, notre boîte mail, un site internet, etc. Ben c'est important de se dire que ces outils ils sont pas infaillibles. Derrière les outils, il y a des humains qui programment. Les humains ils sont pas infaillibles, donc les outils sont pas infaillibles. Et du coup, anticiper comment ça se passe, si l'un de nous lâche, ben ça fait partie de notre rôle, c'est notre responsabilité en tant qu'entrepreneur. On associe beaucoup la cybersécurité au piratage. Sauf que ben du coup, comme on avait discuté avant, et ben du coup je le redis, il y a plein d'autres galères qui peuvent arriver à nos outils. Un bug, l'outil plante, on ne sait pas pourquoi. Une demi-journée, on peut rien faire. Des serveurs qui brûlent, c'est arrivé avec OVH en 2021. Il y a des gens qui ont toujours pas retrouvé leur site. Des comptes Insta bloqués, on ne sait pas pourquoi. Ça fait un moment que c'est pas arrivé, mais ben c'est toujours possible quoi. Enfin, on dépend de la plateforme. Donc à un moment donné, ils décident qu'on respecte pas les règles, ben, ils nous jartent. Il y a aussi toute une partie un petit peu en ce moment qui vient en mode, il y a plein d'outils US qui en ont marre de se plier à la conformité RGPD et qui décident de couper l'accès en Europe. Il y a les problématiques politiques et tout aussi. Ben voilà, il y a vraiment plein de trucs qui peuvent arriver. Et le but, c'est d'anticiper un maximum tout ça, même si on peut pas vraiment tout anticiper, mais déjà le savoir et faire en sorte de se protéger comme on peut. Sachant qu'effectivement, il y a des alternatives qui existent. Alors, le but de l'épisode de podcast, il est évidemment pas de faire peur aux gens. D'accord? Si vous n'utilisez que ces outils jusqu'à maintenant et que ça vous convenait, on va pas vous demander de tout changer du jour au lendemain. C'est pas le propos. Par contre, savoir que euh, quand vous traitez de données personnelles, vous avez une réglementation européenne qui s'appelle la RGPD à respecter. Ça, c'est la première étape. Que des logiciels qu'on utilise au quotidien comme Instagram et Notion qui sont possédés tout ou partie par des sociétés américaines sont également soumis à des droits des États-Unis qui ne sont pas les mêmes que ceux qui s'appliquent en France et que ça veut dire qu'ils peuvent accéder à des données sous réserve d'avoir un mandat fédéral. Ça veut dire si le FBI fait une enquête, ils ont le droit d'avoir accès à toutes les données qui sont stockées sur des serveurs américains ou possédées par des sociétés américaines. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc, effectivement, ça concerne Google, ça concerne Notion, ça concerne Insta, ça concerne tous les logiciels qu'on utilise à l'heure actuelle, tous les jours ou presque. Donc, concrètement, si demain, Google, Notion, Insta, etc., ne sont plus accessibles ou doublent, triplent leur prix, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, moi, du coup, j'ai pas vraiment de solution magique à proposer et ce sera certainement au cas par cas, ça dépendra des personnes. Mais ce que je conseille sur tous les outils qu'on utilise, c'est de faire une sauvegarde, d'exporter les données, de trouver un moyen d'avoir les données de son côté. Parce que ben du coup, si l'outil plante, c'est pas censé entraîner notre business avec. Et du coup, là, ça entraîne le fait que si on perd notre compte, on a quand même les données qu'il y a dessus. C'est pas idéal, la sauvegarde, elle sera pas aussi propre que ton compte Insta, que ton compte Notion, etc. Mais c'est mieux que rien du tout. On peut aussi éviter au maximum de mettre notre compte en danger, c'est-à-dire que du coup, quand ton mot de passe c'est 1, 2, 3 soleil, que tu n'actives pas la double authentification, ça pose un petit peu des problèmes, quoi. Voilà. Donc le but c'est déjà de faire toutes les actions qu'on peut faire de notre côté, plus récupérer un maximum d'infos de notre côté et pas dépendre des plateformes. C'est exactement ça. Si je devais reformuler, je dirais le concept, il va être logique quand je vais le dire probablement. C'est tout simplement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça a l'air bête dit comme ça, parce qu'effectivement, Insta, a priori, il n'y a pas d'équivalent à Insta. C'est Insta ou c'est pas Insta. Il y a pas le choix. Je veux dire, toute plateforme a une identité qui lui est propre. Et on retrouve les shorts sur YouTube, on retrouve les vidéos courtes sur TikTok, mais Insta, c'est Insta. Bon. Par contre, et ça, les entrepreneurs le disent depuis des années, vous publiez du contenu tous les jours ou presque plusieurs fois par semaine à minima sur Instagram. Pour autant, si vous voulez pas dépendre à 100% de la plateforme, mettez en place une campagne, une plateforme d'emailing. Parce qu'au moins, vous êtes propriétaire des données que vous collectez
en respectant encore une fois les règles. Mais du coup, si demain votre compte Insta est clôturé ou fermé ou bloqué, vous pouvez quand même communiquer avec votre audience. Les outils d'organisation et de collaboration, on va dire, parce que Notion et Google, je les inclus un petit peu dans ça, il y a des alternatives qui existent. Encore une fois, le but, c'est pas de se dire demain, j'arrête mes souscriptions et je change tout. C'est de se dire, je vais me renseigner sur quelle alternative pourrait correspondre à mes besoins, moi, spécifiques. Parce qu'évidemment, une graphiste n'aura pas les mêmes besoins qu'une hypnothérapeute, et c'est normal. Le tout, c'est de savoir qu'il y a des alternatives. Et donc, si on démarre de rien et qu'on n'a aucune idée de par où prendre le morceau, bah, littéralement, Laurine, elle est là pour ça. Oui, clairement. Et du coup, j'aimerais revenir sur le fait de diversifier les canaux par rapport à Instagram. C'est cool d'avoir une newsletter, mais généralement, la newsletter, elle est aussi hébergée sur un outil. MailerLite, Brevo, ConvertKit, etc. Et ben du coup, ces outils-là, ils peuvent planter aussi. Donc le but, c'est ok, c'est cool d'avoir un outil alternatif, mais il faut quand même pas oublier d'exporter sa liste email de temps en temps, parce que ok, elle nous appartient, mais si on la laisse à l'outil il plante, on l'a perdu aussi, et ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier un peu, je pense aussi. Et par rapport à ce que tu disais aussi, oui, c'est cool de chercher des alternatives, mais c'est pas forcément le but de changer d'outil, parce que ben déjà, c'est pas pour tous les budgets. Plus, ben souvent, c'est des outils qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les utilisent, donc ben on perd en facilité d'utilisation, on perd en partage, on perd en interaction. Et j'aime bien rappeler que le but c'est pas de devenir des parias du web et d'utiliser que des outils open source et tout. On voit beaucoup ça dans la cybersécurité. C'est pas vraiment ce que je prône. On est un peu chill, on est un peu tranquille, on est humain ici. Voilà. Mais en vrai, c'est vrai que c'est intéressant. Ben selon comment nos boîtes évoluent, de penser à avoir ses propres serveurs et potentiellement ben, installer ses propres outils sur ses propres serveurs. Mais du coup, ça veut dire savoir gérer et sécuriser un serveur. Et du coup, ben, on n'en est pas tous là. Et c'est voilà. Donc le but, c'est aussi de. J'aime bien parler de curseur en fait. La sécurité, c'est pas noir ou blanc. On joue sur des curseurs et le but, c'est bah, vraiment de se dire ok là je suis pas trop conforme, là je suis bien conforme. Il y a aussi ben des fois là bah du coup j'ai pas le budget donc je vais moins me protéger, mais du coup j'ai conscience que je fais ce choix. Et ça, c'est très important. Et après, ben, du coup, il y a tout ce qui est sensibilisation, réglementation. Ben, des fois, ok, ben, on va plus, on est au courant de la réglementation, elle nous fait chier. Et dans ce cas-là, ben, du coup, on va plus chercher à chercher, ben, pourquoi on m'impose cette réglementation-là. Je prends l'exemple, en entreprise, on nous impose, par exemple, de changer nos mots de passe tous les 3 mois. Ça fait chier, donc généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils prennent leur ancien mot de passe, ils rajoutent deux derrière. Et on se croit tous très forts en faisant ça, mais tout le monde le fait, en fait, hein. Et du coup, le but, c'est de se demander, plutôt que de se dire, ah, ils me font chier avec leur mot de passe de merde, c'est de se demander, mais pourquoi ils m'infligent ça pour essayer de comprendre. Et ben, je pense que c'est dans les deux sens. C'est moi de me demander pourquoi on m'impose ça, et aux entreprises de faire l'inverse, de sensibiliser les gens et leur dire, c'est pour ça qu'on fait ça. Après, ben, maintenant que tu sais, ben, c'est quoi le but de cette règle, à toi de jouer avec aussi, tu vois. On aime beaucoup jouer ici. Et voilà. Et du coup, j'avais recherché un peu quelques alternatives à Notion. Ça existe, mais voilà, comme je te dis, ben tout le monde utilise Notion, donc quand tu veux partager quelque chose, ben Notion ça reste quand même assez pratique. Pareil, ben du coup pour Insta et Google, c'est des outils ultra pratiques. Il y a des alternatives, mais ben du coup, faut voir ben toujours un curseur entre la facilité d'utilisation et la protection finalement. On balance. Est-ce que tu peux nous donner le nom des alternatives que tu as trouvées, s'il te plaît? Alors j'ai pas regardé plus que ça, mais il y en a une qui s'appelle Affine, ou Affine, enfin mon anglais est un peu approximatif aussi, DocMost et AnyType. J'ai pas regardé dans le détail, mais ça m'avait l'air pas mal. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Obsidian et qui trouvent des plugins pour l'ajouter, pour l'avoir sur leur ordi. Mais là, pareil, ben du coup, ça demande aussi connaître un petit peu plus, ben pour le partage et tout, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Effectivement, donc si on parle que de notions, moi aussi je me suis un petit peu renseignée sur les alternatives. La plupart du temps, ce qui est reproché à Notion, c'est le fait que ce soit de gouvernance américaine et donc ce qu'on cherche comme alternative, c'est quelque chose dont on dit que on a de la gouvernance des données, ça veut dire que on maîtrise où sont stockées les informations. Et pour ça, en général, on a tendance à préconiser ce qu'on appelle de l'auto-hébergement, c'est-à-dire que c'est vous qui achetez de la place sur un serveur
dont vous savez que la société est en France et possédée par un actif français. Et du coup, ça veut dire que c'est pas comme là où vous ouvrez l'ordinateur, vous ouvrez Notion et tout fonctionne parfaitement. Des fois, il y a de la maintenance, des fois, il y a de la mise à jour. C'est à vous de l'installer. Donc, ça demande des connaissances en informatique qui sont plus élevées que juste apprendre à maîtriser un outil low code ou no code. Maintenant, effectivement, il y a des alternatives qui existent. Ces alternatives, a priori, elles sont très accessibles, voire gratuites. Très accessibles si vous ne choisissez pas de solution d'auto-hébergement. Et du coup, comme Notion, c'est un serveur qui se charge de la maintenance quotidienne. Et vous pouvez juste payer la licence pour utiliser l'outil. Et si effectivement c'est auto-hébergé, à ce moment-là, ça va être un logiciel qui va pouvoir être installé normalement gratuitement sur votre ordinateur. Donc, comme tu disais, il y a Affine, il y a Obsidian, qui sont quand même les deux solutions qu'on recommande le plus. Je me suis renseignée aussi, il y a Akiflow. En tout cas, je vous mettrai les références des logiciels, vous pourrez regarder les fiches en description de l'épisode. Et sachant bien que, du coup, ils ont chacun leur spécificité. Encore une fois, c'est pas des Notion, mais qui s'appellent autrement. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont faire de la base de données, il y en a certains qui vont faire plutôt du stockage d'informations. Par exemple, Obsidian, il est connu quand même comme second cerveau, c'est-à-dire qu'il va créer des connexions logiques entre des informations, mais il n'est pas très bon en gestion de base de données et du coup gestion de projet. Par exemple aussi, il y a des logiciels qui permettent de faire du tableau blanc, ce que à l'heure actuelle Notion ne permet pas. Donc, encore une fois, c'est une question de comparatif de quel est votre besoin et en quoi un logiciel peut être amené à y répondre. Est-ce que j'ai bien tout expliqué? Oui, clairement. Plus, du coup, les gens qui travaillent en équipe, c'est des trucs à prendre en compte aussi. Je pense aux métiers type CM, assistante virtuelle, etc., qui partagent avec leurs clients ou qui se connectent à l'espace de leurs clients. Là, du coup, c'est au cas par cas. Si je devais résumer quelles étaient tes préconisations, on va dire que tu as des préconisations urgentes, donc à faire là dans la journée ou d'ici la fin de semaine, des préconisations avec un niveau d'urgence un peu moyen, c'est-à-dire bon, ça serait bien de le faire avant la fin du mois, mais si c'est pas fait, bon c'est pas grave, et des préconisations à plus long terme. Je dirais que là, en ce qui concerne l'urgence pour la sécurité de vos données, c'est effectivement d'avoir une authentification forte. Donc ça veut dire avoir un mot de passe complexe avec un mélange de caractères minuscules, majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, et d'activer, si ce n'est pas déjà fait, l'authentification à double facteur. La base de la base de la base, mais bon, on va commencer par là. La deuxième étape, c'est effectivement, je pense, tu l'as bien dit, c'est je pense, une fois par mois, on peut dire ça, d'extraire les Oui. données des logiciels. Une fois par mois, c'est très bien. Après, du coup, c'est au cas par cas sur chaque outil. Ça dépend de tes besoins. Je donne un exemple. Moi, par exemple, par rapport à Notion, je fais un export une fois par mois, plus du coup un petit export de juste la partie to-do une fois par semaine, parce que je mets à jour ma to-do une fois par semaine et ça me ferait chier de le perdre. Donc voilà. Et moi, je mettrais même la sauvegarde avant le mot de passe et la double authentification, parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en place en vrai, parce que c'est chouette les mots de passe, en vrai c'est important, mais je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de freins là-dessus, donc pareil, au cas par cas, si les mots de passe ça vous fait pas peur, commencez par les mots de passe, mais si c'est un truc que vous trouvez bloquant et tout, la sauvegarde c'est pour beaucoup d'outils c'est 3 clics, on reçoit un petit mail, on télécharge le fichier, on n'en parle plus. Bon, on regarde un Ok. peu dedans aussi quand même pour savoir pour être sûr qu'on retrouve bien ces petits, mais voilà. Ok, donc je pense que effectivement, la façon dont tu le présentes, en tout cas, on peut se rendre compte que changer un mot de passe, ça peut être un frein parce que on ne sait pas comment faire, on ne sait pas, il faut aller chercher dans les paramètres et tout. Alors qu'effectivement, la sauvegarde, normalement, c'est quand même facilité en termes d'expérience utilisateur. On clique sur un bouton, ça vous demande si vous acceptez de télécharger sur votre ordinateur des fichiers, et après vous êtes tranquille pour le mois d'après. Exactement. Et là, le mot de passe, c'est pas forcément le trouver ou le changer, c'est que les gens se disent, il y en a trop, je sais plus comment faire, quand m'en sortir. C'est ok, on va commencer autrement, on est flexible ici. C'est ça, le tout, c'est de se dire que effectivement aujourd'hui, on fait de la sensibilisation, que on peut commencer quelque part. Si c'est les mots de passe, tant mieux. Si c'est l'export, tant mieux. Idéalement, il faudrait faire les deux. Mais bon, au moins, on commence quelque part, on commence petit et puis progressivement, de plus en plus, on met en place des outils et surtout pérennes. C'est pour ça, à un moment donné, on avait discuté ensemble parce qu'on réfléchissait à mettre en place un process
qui permettent de rendre l'utilisation de ce genre d'outils sécuritaire pour les entrepreneurs. Et donc l'idée, c'est évidemment pas de le faire une seule fois, comme on disait, mais c'est de le faire régulièrement. Et d'y penser, c'est le plus difficile. Et oui, et il faut qu'on reparle de ça d'ailleurs, peut-être qu'il y a un truc qui arrive. On vous prépare ça prochainement et on vous mettra ça en description de l'épisode. Toujours est-il qu'effectivement, voilà. Donc, il y a la partie sur les mots de passe. On en a parlé. Il y a la partie sur l'export d'informations. Très bien. Et puis, comme on disait, ça, c'est à échéance plus ou moins lointaine. C'est effectivement de faire un audit de ses besoins réels et de chercher des alternatives. Encore une fois, l'idée, c'est pas de les télécharger là maintenant et de faire la migration aujourd'hui de toutes ces données. C'est de se dire, si demain, Instagram devient 100 euros par mois pour pouvoir l'utiliser, est-ce que je reste sur la plateforme et j'accepte de payer cet argent ou est-ce que je mets en place une autre stratégie? Comme on met en place une stratégie marketing, comme on met en place une stratégie de communication, ici, on met en place une stratégie de sécurité de ces informations et surtout d'arrêter de s'épuiser à consacrer du temps pour une plateforme qui demain peut vous bloquer, j'allais dire sans raison. Voilà, peut-être qu'il y aura une raison, mais toujours est-il que c'est compliqué à l'heure actuelle là d'être dépendant d'une plateforme. Oui, c'est grave compliqué d'être dépendant d'une plateforme et que ce soit du coup Instagram ou Notion, hein, voilà. Et du coup, par rapport à chercher des alternatives, ce qui est chouette, c'est que quand tu fais des sauvegardes, c'est que ça va être beaucoup plus simple de migrer quand tu as une sauvegarde que quand tu as rien et que tu dois repartir de zéro. Parce que du coup, des fois, il nous arrive une galère sur Insta. Et du coup, on revient pas sur Insta, mais on a quand même nos posts Insta qui peuvent être exportés sur LinkedIn ou sur n'importe quoi aussi. Voilà. Enfin, une sauvegarde, ça aide à migrer aussi. C'est ça qui est chouette, c'est que par rapport à une maison, la donnée, on peut la dupliquer et du coup, on peut la transposer et c'est beaucoup plus simple, même si c'est pas forcément sexy, même si c'est pas. Je dis pas que c'est forcément facile. Je dis que c'est plus facile que de déménager. Quoi. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Je préfère faire une migration Notion. Et honnêtement, si vous n'êtes pas doué en informatique, encore une fois, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Il y a des gens dont c'est le métier, et notamment Laurine. Maintenant, vous en connaissez une pour le faire et pour vous aider. Donc, ça me fait penser, qu'est-ce que tu proposes comme offre et comment tu pourrais aider les auditrices qui se reconnaissent là dans ce qu'on est en train de dire en disant, je respecte pas du tout les règles du jeu, je sais maintenant quels sont les biais que ça peut engendrer et j'ai envie de remédier à la situation. Et du coup, on en a parlé au début, mais moi je propose des sessions de consulting à la carte parce que je trouve que c'est assez flexible et ça permet de faire du cas par cas et vraiment de prendre en compte les besoins de toi qui nous écoutes. Et du coup, on peut faire le point sur les outils que tu utilises et définir des priorités. On peut aussi se poser sur un outil en particulier. On peut voir comment améliorer tes mots de passe, etc. Vraiment, le but pour moi et pour toi, c'est de t'aider à créer la sérénité sur le web et de limiter justement la dépendance aux outils. Si besoin d'en discuter, on peut carrément papoter sur Insta. Enfin, vraiment, moi, voilà, c'est un peu ma vie. C'est comme ça que j'ai rencontré Amandine. Plus, on peut se prévoir un digilaté. Un digilaté, c'est un café visio, sauf que moi, je ne bois pas de café. Ça évite d'être trop énervé après. Oui, j'avoue que du coup, le milieu de la cybersécurité, en tout cas en entreprise, c'est un milieu assez sous pression. Du coup, si je peux éviter ça en plus, voilà. Maintenant, je suis quelqu'un de zen, de sereine. C'est faux, mais croyez-y. En tout cas, ça se voit pas du tout que tu es une anxieuse là quand on discute ensemble. Je pense qu'en vrai, c'est giga lié, du coup, la sécurité et du coup, le besoin de contrôle et tout. Enfin, il y a vraiment un truc là-dessous. Mais on creusera ça un autre jour. Exactement. Je te réinviterai sur le podcast et tu nous feras un partage d'expérience sur qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans le mental des gens qui sont hyper à fond dans la sécurité sur le web. Un gros sujet. Mais du coup, pour avoir vécu des situations de crise dans l'entreprise, je trouve que les gens sous pression, ils commencent à mal parler, à extérioriser leur pression comme ils peuvent. Et si on peut anticiper ça aussi, c'est chouette. On est bien d'accord. Donc, je vous mets en description de l'épisode toutes les ressources sur les alternatives qu'on a listées ensemble. Et je vous mets aussi les liens d'accès vers le profil Instagram de Laurine et le lien pour prendre un digilaté avec elle, histoire de pouvoir papoter un petit peu sans engagement et puis voir aussi quelles sont vos problématiques, vos besoins et comment Laurine pourrait y répondre. Yay! Et grand merci Amandine pour cette invitation encore et cet échange. Vraiment, c'était trop chouette.
Et hâte de papoter avec toi sur tout ce qui est process, en tout cas, parce qu'il y a plein de trucs à faire, je pense. Je pense aussi. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux auditeurs ou aux auditrices, un dernier conseil que tu voudrais leur livrer par rapport à ce qu'on vient de dire ensemble? J'ai une petite phrase que je dis souvent en ce moment, mais je l'aime beaucoup, c'est que dans cybersécurité, on se concentre trop sur la partie cyber ultra technique, alors que le but, c'est vraiment de se sentir en sécurité. Donc, je comprends que le mot puisse faire peur, mais on va faire en sorte d'humaniser tout ça. Merci encore, Laurine, pour ton temps, ta disponibilité et ta bonne humeur. C'est tout pour aujourd'hui. L'épisode se termine. Je vous invite à écouter les autres épisodes de Lady Boss Mode On et je vous souhaite bonne journée jusqu'à la semaine prochaine.